Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle newsletter que je vais vous lire. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette newsletter. Je pense que, en vrai, c'est différent de écouter une voix en voiture, en faisant du sport, en marchant peut-être, et puis de lire, parce que lire, ça permet de se poser, ça permet de réfléchir aux phrases qui sont dites. C'est deux processus qui sont très différents. Bref, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Je vous mets le lien dans la description. Par ailleurs, cet épisode n'est pas en vidéo cette fois-ci parce que je suis à Paris et que je n'ai pas le matériel nécessaire ici pour faire un épisode en vidéo. Mais d'ailleurs, je me posais la question de savoir si ces vidéos, maintenant tous les épisodes de Volant sont en vidéo, vous apportent quelque chose ou pas. Vous pouvez les retrouver sur YouTube, tout simplement. Je vous mets le lien également dans la description. Mais je serais très curieux de savoir si c'est quelque chose que vous avez envie de consommer, pas envie de consommer. Je suis très curieux parce que pour moi, c'est pas du tout le même travail. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Ceci dit, c'est parti dans l'épisode. En 2014, il y a 11 ans, ma petite amie de l'époque m'offrait un livre intitulé Se débrancher chaque jour pour une meilleure vie. Et c'est à peu près à la même époque que je lisais La bulle de filtre d'Elie Pariser. Bref, ça fait longtemps que j'ai un souci avec les écrans et c'est évidemment lié à ma nature curieuse, mais aussi à mon travail de créateur de contenu par définition. Ou au moins, c'est l'excuse que je me trouve. Parce que 10 ans plus tard, force est de constater que le problème ne s'est pas arrangé. Et bien au contraire, en fait, il s'est développé, il s'est infiltré dans chaque recoin de mon quotidien avec une efficacité terrifiante. Et quand je lis les études, ça me prouve que, en fait, c'est sans doute la même chose pour vous. Et on a un sentiment, je pense, partagé d'une difficulté à se libérer qui est bien réelle, mais il faut pas se tromper. C'est pas un manque de volonté individuelle, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, mais le problème, il est systémique et culturel. Et en fait, il est intentionnellement conçu. On va en parler aujourd'hui. Comme le rappelle Johan Hari, que j'ai eu la chance de recevoir récemment sur Vlan, si vous n'avez pas écouté l'épisode, n'hésitez pas. Il est en anglais, mais en même temps, il est vraiment passionnant. Notre attention, elle a été volée. Les réseaux sociaux sont délibérément conçus pour nous rendre complètement addicts. Parce que moi, je suis évidemment de bonne volonté, et puis franchement, regarder les heures perdues sur ces réseaux, ça m'effraie. Donc, par conséquent, je me suis mis une limite de temps, en tout cas sur Instagram, LinkedIn et TikTok, qui me dit qu'après 30 minutes, bah, j'ai un petit bloc. Mais la réalité, c'est que ce petit message qui me rappelle, bah non, Greg, c'est pas bien, ça me donne une illusion de contrôle. C'est super, mais en fait, c'est inutile en réalité parce que je le passe d'un mouvement de pouce rapide et ferme parce que j'ai envie, besoin d'accéder à ces plateformes. En fait, comme tout le monde, je me suis fait totalement manipuler. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, je trouve que c'est hyper frustrant de savoir, de comprendre à peu près les impacts, et pourtant de pas réussir à prendre le contrôle. Et je n'aime pas cette, entre guillemets, faiblesse. Je la mets vraiment entre guillemets parce que vraiment, c'est pas au niveau individuel. Mais bon, néanmoins, c'est comme ça que je me juge. J'aime pas cette faiblesse que j'observe chez moi. Et c'est terrible parce que je me vois faire, je peste parce que c'est plus fort que moi. Et en fait, quelque part, cette newsletter, c'est aussi ma tentative de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir collectivement. Parce qu'il s'agit pas que de notre addiction compulsive à notre smartphone et de plus en plus à l'IA, mais de l'impact que ça peut avoir sur notre quotient intellectuel, mais aussi notre quotient émotionnel, notre capacité à réfléchir avec une pensée critique et à fonctionner avec d'autres. Et vous allez voir qu'après cette newsletter, vous allez observer vos usages de manière différente, je crois. La psychothérapeute Esther Perel parle d'une atrophie sociale. L'atrophie, c'est dans le corps, quand un muscle n'est pas assez utilisé, alors il disparaît. Et il semblerait que c'est exactement ce qui se passe pour nous, et qu'en réalité, ça va en fait beaucoup plus loin que ça. Alors, vous attendez pas à ce que je vous dise de faire ci ou ça, ou que je sois moi-même vent debout contre les technologies. Je pense que vous l'aurez compris, un usager frénétique de mon mobile et de l'intelligence artificielle. Je serais un peu mal placé, du coup, pour vous donner des conseils, des leçons que je ne mets moi-même pas en place, ou vous dire que la technologie c'est mal. Clairement, ça va pas arriver. Néanmoins,
je vais vous partager avec vous les pare-feux que j'essaie de mettre en place pour me prémunir et de tout ce que je vais vous expliquer, et parce que en fait, vous allez voir que c'est plus qu'urgent. Alors bien sûr, dans notre société individualiste, euh, on a tendance à mettre toujours le poids sur l'individu. Je l'ai dit un tout petit peu plus tôt. Et donc c'est nécessairement de notre faute si on est dépendant de notre téléphone. Si typiquement, je n'arrive plus à regarder une série ou lire un livre sans prendre mon téléphone frénétiquement toutes les 15 minutes, c'est mon problème, ma faiblesse. Mais en vrai, pas vraiment. En fait, les plateformes numériques, elles sont pas neutres. Elles sont pas neutres du tout. Et cette phrase, elle devrait être gravée dans le marbre de tous nos smartphones. Elles sont intentionnellement conçues pour être addictives, pour maximiser le temps passé et l'attention des utilisateurs avec une précision chirurgicale. Alors bien sûr, j'imagine que vous le savez déjà, le profit de ces plateformes, il est directement lié au temps de défilement. Donc plus vous scrollez, plus elles gagnent de l'argent, grâce à de la pub et grâce aussi aux données accumulées. En particulier, je pense à WhatsApp, auquel on pense pas nécessairement, mais en fait, bien sûr, ils apprennent de ce qu'on partage comme message. Et pour eux, c'est aussi simple et cynique que ça. Et je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire, mais il y a des chercheurs qui sont, en particulier à Stanford, qui ont étudié les mécanismes de l'addiction pour accompagner les victimes. À l'époque, ces recherches, elles ont été vraiment faites pour accompagner les gens qui étaient victimes de cette addiction. Mais devinez quels cours ont suivi les fondateurs de Facebook et d'Instagram. Et en fait, avec ces connaissances, eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont créé des boucles addictives infinies et structurées et basées donc sur des fondements qui sont hyper scientifiques. Et ça se fait de manière imperceptible. Et alors, peut-être vous vous dites, non, mais moi, c'est différent. Mais en fait, la réalité, c'est que notre cerveau, il n'a pas beaucoup évolué depuis 10-15 000 ans, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture. Et on fonctionne toujours de la même manière. Et donc, c'est très facile de nous manipuler, les uns et les autres, moi y compris, bien sûr. Donc, le processus, il est super simple. Vous recevez une notif, votre cerveau, il libère une petite dose de dopamine en anticipation de la récompense. Donc, vous consultez votre téléphone et vous obtenez parfois une récompense. C'est-à-dire un like, un message, une information intéressante, etc. Et parfois, vous n'en obtenez pas. Et en fait, c'est cette intermittence qui est cruciale. C'est exactement le même mécanisme que les machines à sous à Las Vegas. Et du coup, votre cerveau, il devient complètement conditionné à chercher cette récompense aléatoire, comme les pigeons de Skinner, dont je parle dans mon TEDx. Si vous l'avez regardé, si vous l'avez pas regardé, vous pouvez le trouver sur YouTube. Je vous mettrai le lien également dans la description, mais en gros, c'est la réalité. C'est quoi le nom du le nom de mon TEDx? C'est la réalité toxique de la course au bien-être. Voilà. Pardon. Et là où ça devient vraiment effrayant, c'est quand l'IA, elle rentre en jeu. Parce que l'IA, elle scanne, elle trie nos comportements, et donc elle sait ce qui nous rend heureux, en colère, triste, excité, et par conséquent, elle va nous montrer que du contenu qui va nous faire défiler plus longtemps. Elle apprend notre sémantique, de nos mots, de nos micro-expressions, de notre temps de pause sur une image, de la vitesse à laquelle on scrolle. Elle sait si on est déprimé avant même que nous-mêmes en soyons conscients. Et cette IA, elle exploite évidemment notre biais de négativité parce que, je vous le rappelle, on n'est pas optimisé pour être heureux, on est optimisé pour survivre. Et donc, on se concentre toujours sur ce qui est négatif. C'est pour ça qu'en général, les gens s'arrêtent sur les accidents, sur les autoroutes en particulier. Ce qui fait pester tout le monde, mais c'est le biais de négativité qui fait faire ça. Résultat, nos fils d'actualité, ils amplifient des voix colériques et extrêmes parce qu'elles génèrent plus d'engagement. La colère, par exemple, elle nous fait scroller. La peur, elle nous fait cliquer. L'indignation, elle nous fait commenter. Vous devez le ressentir quand je vous dis ça. La colère scroller, la peur cliquer, l'indignation commenter. Regardez comment vous agissez sur les réseaux sociaux. Le résultat, c'est une polarisation de la société qui est sans précédent. Et cette prédiction, elle va plus loin que vous l'imaginez, parce que, par exemple, l'IA d'Apple, elle peut déjà prédire où vous allez regarder, cliquer, avant même que vous ne le fassiez. Parce que l'idée, c'est pour eux d'offrir une expérience plus intuitive, on va dire, mais les données de votre clavier, elles peuvent révéler votre état émotionnel, avec une précision qui est assez troublante. La manière dont vous tapez, le rythme, les pauses, les corrections, révèlent si vous êtes stressé, triste, en colère, peut-être fatigué. Et ces informations, elles sont ensuite utilisées pour vous cibler avec des pubs au moment où vous êtes le plus vulnérable. Évidemment, alors bien sûr qu'ils disent l'inverse, mais le but des plateformes, c'est absolument pas de vous connecter avec vos amis, comme le vend Meta par exemple, ou de vous permettre d'accéder à un maximum d'informations, comme le vend Google.
Elle cherche simplement à vous garder captif un maximum. Idéalement avec des contenus courts, même si, en fait, ça vous aide pas vraiment dans votre capacité attentionnelle ou dans vos connaissances. C'est pas vraiment leur problème, en fait. C'est le vôtre, pour le coup. D'ailleurs, depuis le lancement des shorts sur YouTube, beaucoup de créateurs de contenu me rapportent qu'ils ont perdu un tiers de leur audience sur les vidéos longues. C'est pas un hasard. Cette course au contenu court révèle une vérité qui est assez dérangeante. On est complètement en train de perdre notre capacité à nous concentrer sur des idées complexes, à suivre un raisonnement développé, à apprécier la nuance. Et en fait, on devient une société de punchline avec des réactions épidermiques. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je débat avec quelqu'un, je m'en rends compte assez clairement. Il n'y a pas de pensée systémique qui soit articulée. Les gens en face de moi, ils vont me sortir une idée, une punchline. Ils vont me dire 2-3 phrases qu'ils ont vues dans un reel, dans un short ou dans un TikTok. Et puis derrière, il n'y a rien, en général. Alors, bien sûr, dans tout ça, on se dit, oui, mais bon, on essaie de se rassurer en se disant qu'on peut faire du multitâche. Mais la réalité, c'est que notre cerveau, en fait, il le permet pas. Et non, pour les femmes qui nous écoutent, les femmes ne sont pas meilleures dans le multitâche que les hommes. C'est pas une question de genre. On est tous égaux dans le domaine, malheureusement. Notre cerveau, il est juste pas fait pour le multitâche. Et cette information, elle va à l'encontre de tout ce que l'on nous a vendu sur la productivité moderne, mais elle est scientifiquement irréfutable. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on jongle très rapidement entre les tâches, qui est un phénomène que les neuroscientifiques appellent le switch cost effect. Donc, le coût de l'effet de changement, je sais pas comment appeler ça, de passer d'un truc à l'autre. Donc, à chaque changement de tâche, notre cerveau doit se recalibrer, ce qui consomme de l'énergie cognitive et du temps. Et les conséquences, elles sont dramatiques, parce qu'il y a une diminution de notre mémoire, une augmentation des erreurs, une perte de la créativité. Il y a même une étude du MIT qui montre que ce mode de fonctionnement, dont nous sommes si fiers, parce qu'on se dit, oh, moi je peux faire du multitâche, en fait, ça réduit notre QI potentiellement de 10 points. C'est-à-dire 2 fois plus que quand on fume de la bœuf, du cannabis. Rien que de l'écrire, ça me fait peur parce que moi, je fonctionne souvent comme ça, évidemment, vous vous en doutez, et que je remarque chez moi ces manquements si je me pose 2 minutes. J'oublie les prénoms. Mais aussi, souvent, j'ouvre une fenêtre ou une app avec un but clair en tête, et puis je l'oublie en 2 secondes. Donc j'espère que ça arrive chez vous aussi, ça me rassurerait d'une certaine manière. Les interruptions constantes, elles créent ce que les chercheurs appellent une résidualité attentionnelle. Quand vous passez d'une tâche à une autre, une partie de votre attention, elle reste accrochée à la tâche précédente. Donc imaginez votre cerveau comme un ordinateur qui fait tourner trop de programmes en même temps. Il ralentit, il chauffe, et il finit par planter. Mais en fait, il y a pire que le multitâche imposé par nos écrans. Il y a l'usage croissant d'une IA pour les tâches cognitives. Parce qu'en fait, cette dépendance, elle entraîne ce que les chercheurs nomment justement une dette cognitive, une réduction progressive de l'engagement cérébral, de la rétention mémorielle et du sentiment d'appartenance à son propre travail. Pensez à ce qui se passe quand vous utilisez systématiquement votre GPS. Votre cerveau, il cesse de créer des cartes mentales, c'est normal. Et donc, vous perdez au fur et à mesure votre sens de l'orientation. Je ne sais pas si vous êtes capable aujourd'hui de fonctionner sans GPS dans un endroit que vous connaissez pas. Mais souvent, on est complètement idiot. Et parfois, on se retrouve à suivre bêtement une machine qui vous fait des détours dans des chemins que vous connaissez déjà, ou parfois, quand vous voyez les panneaux, et vous dites, merde, attends, le GPS me dit quelque chose d'autre. On a tendance à suivre le GPS, ce qui est complètement stupide. Et c'est exactement ce qui arrive avec l'IA. Quand elle rédige nos emails, résume nos documents, elle génère nos idées, notre cerveau, en fait, à terme, bien sûr, pas dans le court terme, il va s'atrophier par manque d'usage. S'atrophier, on se comprend, c'est juste les modes de fonctionnement. Il va pas réduire physiquement. Enfin, je pense pas. Et ça, c'est extrêmement problématique parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, notre corps, il est optimisé pour la survie et donc l'économie d'énergie. Et donc forcément, notre cerveau, en tout cas, il adore ça, qu'on l'aide à économiser de l'énergie. Et ce manque d'effort cognitif demande peut-être, en tout cas à terme, va peut-être émousser la cognition, la pensée critique, la créativité. Les enseignants, en fait, le constatent déjà. L'IA, elle génère des réponses plus homogènes que les professeurs jugent moins originales. C'est pas un doute, c'est pas par hasard. Quand on demande à un groupe muni de ChatGPT de générer des idées créatives, il est moins efficace que le groupe qui n'a pas de ChatGPT. Et il y a une étude du MIT qui est parue la semaine dernière qui montre que, grâce à des électroencéphalogrammes, que l'engagement du cerveau est 50% moins important
1 heure après qu'on ait utilisé une IA. Alors, il y a Albert Moukaïber qui a fait un post LinkedIn justement sur cette étude qui dit, c'est logique, d'une certaine manière, que notre cerveau il soit moins engagé quand on fait une pensée avec une IA, parce que quand on utilise une calculatrice, par exemple, forcément, on engage moins ses capacités cognitives que quand on essaye de faire le calcul mental. Néanmoins, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que c'est 1 heure après qu'on voit qu'il y a encore des effets sur le cerveau. Et je crois que, à force de s'appuyer sur des IA, on risque de devenir une génération de superviseurs cognitifs qui est capable de valider le travail de l'IA, parfois, mais encore que parce qu'on est incapable de le produire nous-mêmes, parce qu'on aura perdu en partie notre esprit critique, notre créativité et même notre capacité d'apprentissage. Sans compter que avec Google, on avait plein de réponses, on pouvait chercher dans les différentes réponses qu'il nous proposait. L'IA, elle nous propose une réponse qui est censée être la bonne. Mais ça va encore plus loin que ça, en fait. Vous avez peut-être vu la série Adolescent et vous avez peut-être suivi ce fait divers malheureux de ce gamin Quentin à 14 ans qui a tué cette surveillante Mélanie de 31 ans avec un couteau. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cet exemple, enfin dans ce fait divers, mais aussi dans la série, c'est que Quentin, il montre aucun remords, aucune compassion a posteriori, sans pour autant être, avec des énormes guillemets, un déséquilibré mental. Et sans faire de raccourci hâtif, il semble intéressant de regarder certains chiffres parce qu'ils sont glaçants en réalité. Il y a une méta-analyse qui a été publiée dans une revue de psychologie de référence qui a révélé une baisse de 40% de l'empathie chez les étudiants universitaires américains entre 1979 et 2009. Et ça coïncidait parfaitement avec la prolifération des médias numériques. Cette érosion de notre capacité à nous connecter émotionnellement aux autres, c'est pas un dommage collatéral de la révolution. C'est central. D'autant plus que c'est au niveau individuel. D'autant plus qu'au niveau individuel, on est incapable d'avoir ce recul sur nous-mêmes. Donc c'est impossible à vérifier, évidemment. On se rend pas compte si on a perdu de l'empathie. La communication numérique, elle élimine les indices non verbaux cruciaux qui représentent jusqu'à 93% de la communication émotionnelle. Justement, nos micro-expressions, le ton de notre voix, notre posture, nos gestes. Tout ce langage subtil qui nous permet de nous synchroniser émotionnellement avec autrui disparaît derrière l'écran. Et même si je fais confiance évidemment à WhatsApp pour analyser nos vocaux et les intégrer à leur modèle de données, aujourd'hui, on n'a plus toutes ces informations. Et donc, je conseille vivement de ne pas avoir des conversations profondes à travers WhatsApp, Signal ou Telegram. Le résultat, c'est qu'on perd progressivement notre capacité à percevoir et à réagir aux émotions d'autrui. Et depuis l'effet Elisa, je ne sais pas si vous connaissez en fait l'effet Elisa, alors je connais pas la période, mais c'est en gros 70, années 60-70, où ils avaient une machine qui était une forme d'IA, mais enfin très très basique, où la machine ne faisait que répéter la question en disant j'ai bien compris, et en mettant des petits mots gentils au fur et à mesure de la conversation. Donc elle donnait absolument pas de réponse. Et en fait, rien qu'avec ce robot à l'époque, les gens se sentaient plus écoutés. Ils sentaient de l'empathie. C'est intéressant cet effet Elisa parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment l'IA arrive à faussement rendre une conversation empathique. Et pour mémoire, les LLM, donc les Large Language Models, ce qu'on utilise, ChatGPT, Claude et autres, sont des modèles statistiques qui définissent quel mot vient après le suivant. Mais évidemment, ils ont aucune idée de ce qu'ils racontent. Et non, évidemment, pas de sentiment, pas d'empathie. En tout cas, c'est une sorte d'empathie performative, parce qu'ils ont été, en tout cas, ChatGPT, programmés pour ça, pour aller dans votre sens. Ça satisfait un besoin superficiel, mais c'est superficiel parce qu'il n'y a pas de connexion réelle. Et en anglais, il y a des chercheurs comme Sherry Turk, que vous connaissez peut-être, c'est Turkle, qui parlent d'un emotional de-skilling, qu'on pourrait traduire par une perte de compétences émotionnelles. Parce qu'on a tendance à préférer un algorithme qui va toujours dans notre sens à un autre être humain qui est nécessairement complexe et qui n'est pas nécessairement autant disponible. Et avec qui on n'ose pas non plus dire tout ce qu'on pense parfois. J'avoue que ce sujet, il me passionne, donc j'ai creusé pour me retrouver avec mon philosophe coréen préféré. Bon, en vrai, c'est le seul que je connaisse, dont je vais écorcher le nom de manière honteuse, mais c'est Byung-Chul Han, je pense, Byung-Chul, plus loin Han, son nom de famille, H-A-N, H-A-N, qui lui explique que la réflexion humaine présuppose l'amour, le corps, le désir, et en fait beaucoup d'autres choses, qu'évidemment une IA n'est pas capable
d'apporter. Et moi, ce qui me fait encore le plus peur, genre, j'ai pas du tout peur, évidemment, que l'IA renverse la table, supprime les humains, supprime l'intégralité des jobs, etc. Ça, c'est complètement bullshit. Mais par contre, les médias sociaux boostés à l'IA, ils amplifient le problème de cette érosion de notre empathie. Parce qu'ils sont optimisés pour générer des émotions qui sont extrêmement fortes. Et en particulier, on l'a vu tout à l'heure, mais des émotions qui sont négatives. Et ce manque de nuances que j'expérimente tous les jours, en particulier sur des sujets politiques ou géopolitiques, en particulier Israël-Palestine, Israël-Iran, etc. J'imagine que vous savez à quoi je fais référence. Ça va pas dans le sens de l'empathie. Et d'ailleurs, avec Vlan, c'est exactement, j'essaye de faire l'inverse. J'essaye d'amener une vision nuancée des choses, mais ce que je constate, sur Instagram en tout cas, c'est que ça performe pas. Parce que les algos, ils aiment pas ce genre de contenu qui soit neutre, parce que pour eux, c'est un contenu qui est nul, d'une certaine manière. Et donc, on vous le montre pas, malheureusement. Pour revenir au téléphone, il y a des études comportementales qui sont troublantes et qui révèlent que la simple présence d'un téléphone silencieux sur une table rend les conversations plus triviales. Ça réduit la connexion empathique entre les interlocuteurs. Les chercheurs, ils ont même observé que les personnes parlent moins de sujets personnels, se dévoilent moins et rapportent se sentir moins comprises par leurs interlocuteurs quand il y a un smartphone qui est visible sur la table. Et cette dégradation de nos interactions, ça a donné naissance à de nouvelles règles sociales qui sont, je pense, pathétiques. Mais néanmoins, que j'observe chez moi, malheureusement. Comme la règle des trois, c'est-à-dire attendre que 3 personnes regardent leur téléphone avant de consulter le tien. Et encore, c'est poli, parfois il suffit qu'il n'y en ait qu'une. La règle des 7 minutes, c'est la durée nécessaire pour qu'une conversation prenne vraiment son envol. Et ces règles, qui sont évidemment non dites, elles révèlent l'ampleur de l'érosion de notre attention mutuelle. Et sérieux, dès qu'il y a une personne qui va aux toilettes, et si on est 2 à dîner, je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on fait? Je vous vois, et je me vois aussi, bien sûr. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais les réseaux sociaux, c'est génial, on peut faire des connexions avec des gens qu'on connaissait pas, peut-être que on s'est parlé, vous et moi, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai tendance à répondre à peu près à tout le monde sur Instagram. Et parfois, je crée des vraies conversations en message privé avec certaines personnes. Et j'en suis ravi. Mais est-ce que c'est pour autant des amis? Et quid des personnes que je connais, avec qui je garde un contact faible sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est toujours des amis, d'une certaine manière? Je me faisais la réflexion dernièrement où j'ai une amie, entre guillemets, du coup, que je vois assez peu et qui faisait son mariage, et je me dis, mince, elle m'a pas invité. Non, tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas si proche que ça. Les réseaux sociaux, ils nous vendent une simulation de l'amitié qui n'est pas aussi riche ou satisfaisante que les relations physiques. Cette simulation, elle est, elle aussi, pernicieuse parce qu'elle nous donne l'impression d'être socialement connectés, tout en nous privant des bénéfices réels de la connexion humaine. En fait, le contact physique, il est essentiel pour la production d'ocytocine, qui est souvent aussi appelée l'hormone du bonheur ou l'hormone de l'attachement. Et cette hormone, elle n'est pas libérée avec des interactions digitales, même quand elles sont, entre guillemets, je sais pas si c'est possible, mais intimes, genre les sextos et autres. Un emoji cœur, ça peut pas remplacer une étreinte. Un like, ça peut pas remplacer un regard bienveillant. Un commentaire, ça peut pas remplacer une conversation où on se sent vraiment écouté. Sans parler évidemment du droit d'importuner, aller accoster une personne de manière respectueuse dans la rue, ça a quasiment disparu. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai toujours du mal à passer like. Bon, après, je suis hyper timide, donc ça risque pas d'arriver. Quoique, de temps en temps, je le fais, mais c'est vraiment dans des cas hyper particuliers. Et la disparition progressive de ces interactions physiques dans nos sociétés de plus en plus numérisées, elle contribue directement à la baisse de bien-être mental et à l'augmentation des troubles anxieux et dépressifs, particulièrement chez les jeunes. Alors attention, bien sûr, on met beaucoup le poids sur les ados, mais en réalité, ces mécanismes, ils fonctionnent pareil sur les adultes, avec des nuances, notamment évidemment sur l'estime de soi, particulièrement préoccupant chez les jeunes filles, mais quand même, les adultes sont tout aussi victimes que les ados. Et comme l'explique brillamment Anna Lembke de Stanford, qui est la psychologue du documentaire sur Facebook qui avait été dispo sur Netflix, que vous avez sans doute vu, je me souviens plus du nom en français, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans un épisode de Vlan, pas le documentaire de Facebook, mais Anna Lembke, évidemment. Vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. La dopamine, c'est pas l'hormone du plaisir, comme on le croit souvent, mais c'est celle de l'anticipation du plaisir. C'est ce qui nous pousse d'ailleurs, en tant qu'être humain, à chercher, à explorer, à répéter des comportements. Et dans la nature, ce système, ça nous aide à survivre, en nous motivant à chercher de la nourriture, des partenaires, un abri, etc. Mais cette surstimulation constante de nos circuits de récompense, à travers les réseaux sociaux,
ça peut conduire à un état de déficit dopaminergique. Donc, dopaminergique, vous aurez compris que c'est la dopamine. Dopaminergique, c'est lié à ce qu'on obtient dans notre cerveau. Et ça ressemble étrangement à une dépression clinique. C'est ça qui est intéressant. Si vous écoutez l'épisode, elle parle en particulier de ce que ça peut faire aussi de prendre des drogues en particulier, et en particulier le cannabis. Nos récepteurs, ils sont bombardés en permanence, ils deviennent moins sensibles. On parle pas que du cannabis, hein, on parle aussi évidemment des réseaux sociaux, principalement d'ailleurs. Donc nos récepteurs bombardés en permanence, ils deviennent moins sensibles, il nous faut des doses de plus en plus importantes pour ressentir le même plaisir. Et parallèlement, on devient moins sensible aux récompenses naturelles de la vie réelle, c'est-à-dire une conversation avec un ami, un coucher de soleil, un bon repas. Est-ce que tout ça, ça existe si vous le prenez pas en photo et que vous le mettez en story sur Instagram? Parfois, on peut se poser la question. Alors moi, j'évite tous ces trucs-là, quand même. Le coucher de soleil, j'ai tendance à le faire, mais le repas, la conversation avec l'ami, pas trop. Et les symptômes de ce sevrage incluent l'anxiété, l'irritabilité, l'insomnie et la dépression. Donc en fait, ça a des impacts hyper importants. Et vous reconnaissez peut-être cette sensation désagréable quand votre téléphone est déchargé ou quand vous avez plus de réseau. Ou voire, je pense à ma copine Jessica Troisfontaine, qui en a parlé dans sa newsletter, quand le téléphone ne s'allume plus du tout. Et cette anxiété, en fait, elle n'est pas psychologique, elle est neurochimique. Il y a une corrélation entre l'usage intensif d'écran et l'augmentation des troubles mentaux chez les jeunes. C'est plus à démontrer. Depuis 2007, l'année du lancement de l'iPhone, les taux de dépression et d'anxiété chez les adolescents, ils ont explosé. Et donc, c'est pas une coïncidence. Le stress chronique qui est lié à l'usage du numérique entraîne des modifications structurelles de notre cerveau que les neuroscientifiques peuvent maintenant observer par imagerie. Et ces changements, ils incluent plusieurs choses. D'abord, une amygdale hypersensible. L'amygdale, c'est une structure cérébrale qui est responsable de la détection des menaces et qui devient hyperactive, qui nous maintient du coup dans un état d'alerte constant. Et c'est pourquoi beaucoup d'utilisateurs intensifs d'écran rapportent se sentir constamment sur les nerfs. Le 2, c'est qu'il y a une suppression du cortex préfrontal. Cette région responsable du contrôle des impulsions, de la planification et du raisonnement moral fonctionne juste moins bien. Ça explique pourquoi il devient aussi difficile de résister à l'envie de consulter son téléphone, même quand on sait rationnellement qu'on ne devrait pas le faire. Et puis, troisième point, ça génère une atrophie de l'hippocampe, et c'est une structure qui est cruciale pour la mémoire et la compréhension contextuelle, qui peut littéralement rétrécir. Et ça affecte notre capacité à former des souvenirs durables et à comprendre les nuances dans des situations complexes. Alors ces changements, évidemment, ils sont pas irréversibles, heureusement, mais ils demandent du temps, des efforts conscients pour être corrigés. Notre plasticité cérébrale, elle peut jouer en notre faveur, mais seulement si on prend des mesures actives. Alors c'est intéressant parce que on vit une époque complètement paradoxale. On a accès à plein d'informations, beaucoup plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, et pourtant on n'a jamais eu plus de mal à distinguer le vrai du faux, l'important du futile, le permanent de l'éphémère. Comme quoi on est vraiment nul à prédire l'avenir parce que quand Internet est arrivé, on était convaincus que cet accès illimité à l'information allait nous rendre super smart. Bon de toute évidence, ça n'a pas très bien marché. Donc de la même manière, quand vous entendez des prédictions sur l'IA, vous pouvez avoir vos doutes. Sur l'information, en fait, il y a une différence fondamentale entre l'information et la connaissance. En fait, on est en train de créer ce que les sociologues appellent du nihilisme de l'information, qui est lié à l'infobésité, mais aussi sans doute aux bulles de filtre. Les bulles de filtre, c'est quand en fait, les réseaux sociaux génèrent ça automatiquement, mais elles vous enferment virtuellement, si on peut dire, avec des avis de gens avec lesquels vous êtes d'accord, tout simplement. Elles vous montrent des choses qui vont vous faire réagir, donc elle va vous montrer les gens avec lesquels vous êtes d'accord et des propos complètement hallucinants de l'autre côté. Alors bien sûr, je pourrais étendre cette partie, ça pourrait même être un bouquin entier, évidemment, mais je vais vous résumer le propos pour le coup. Dans ce nouvel environnement informationnel, la distinction entre la vérité et le mensonge, elle s'estompe progressivement. On parle de post-vérité. Et peu importe qu'une information soit vraie ou fausse, ce qui compte, c'est qu'elle soit virale, engageante, émotionnellement stimulante. C'est aussi pour ça qu'on vous prend plein d'extraits, qu'il y a des deepfakes, etc., etc. Cette logique, elle mène à une méfiance fondamentale envers toute forme d'autorité épistémique. On n'a plus du tout confiance dans les experts, les institutions, les médias traditionnels. Médias traditionnels qui ne seraient pas achetés par l'extrême droite, par ailleurs. En France, en tout cas. Mais aux États-Unis aussi. Et ça ouvre la voie à toutes les théories du complot avec des conséquences sociales qui sont dramatiques.
Pour reprendre véritablement le contrôle sur notre attention, on doit d'abord accepter qu'on a un problème collectif, sans tomber naturellement dans le nihilisme, c'est-à-dire, voilà, je m'en fous. Pas un problème de volonté individuelle, mais un problème systémique qui nous dépasse, donc. Et cette acceptation, elle est libératrice parce qu'elle nous permet de concentrer notre énergie sur des solutions efficaces plutôt que de nous flageller bêtement. La clé de la résistance, c'est l'intentionnalité. Chaque fois que vous prenez votre téléphone, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je fais ça? Cette simple pause cognitive, ça peut durer 1 seconde, ça peut permettre de briser l'automatisme de la consultation compulsive. Alors de mon côté, je vous ai dit que j'allais partager ce que j'ai fait. Donc, j'ai supprimé 100% des notifications, WhatsApp, Instagram, TikTok et autres. Bon, j'ai pas de notifications TikTok, pas vraiment, mais bon, voilà. J'ai mis des bloqueurs, j'en ai parlé au tout début. Alors, c'est pas vraiment efficace, mais bon. Et puis, j'ai décidé de tenter 2 choses chez moi. D'abord, accrocher mon téléphone dans un endroit fixe à l'ancienne, comme quand j'étais enfant ou ado. Et donc, de pas traîner mon téléphone partout chez moi. De le mettre en mode avion à partir de 20 heures, sauf cas exceptionnel. Et puis, d'essayer de trouver ou de laisser mon téléphone, si j'en ai les possibilités, dans une poche, dans un sac, quand je suis au restaurant ou avec quelqu'un. Alors ça, j'y arrive plus ou moins d'ailleurs, parce que j'ai pas toujours de sac avec moi. L'idée, c'est d'utiliser nos appareils comme des outils, qu'ils sont par ailleurs, mais avec une fonction précise. Pas comme des drogues qui procurent un soulagement temporaire, mais qui nous laissent dans un état pire qu'avant. En fait, on ne doit pas être l'outil du téléphone, c'est le téléphone qui est un outil. C'est bête à dire, mais n'empêche que c'est précisément ça. Il y a tellement de conseils, évidemment, sur la manière de reprendre le contrôle. J'en parle avec Johan Hari. Vous pouvez encore une fois retrouver l'épisode, je vous mets le lien dans la description. Mais en résumé, il faut créer des rituels d'intention avant d'utiliser vos écrans. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, pourquoi je l'ouvre. Cultiver délibérément l'ennui. Ça, c'est hyper important. Le vagabondage mental, ça vous fait, je vais pas vous reparler d'Ossium, je vous en parle tellement souvent, mais ces moments de vide, ils sont essentiels à la créativité parce qu'ils activent le réseau de mode par défaut de notre cerveau et c'est crucial pour l'introspection et la consolidation des souvenirs. C'est pas pour rien qu'on dit que on a ses meilleures idées sous la douche parce qu'on n'a pas d'écran, tout simplement, et qu'on ne fait rien. On se détend. Voilà, on s'ennuie quelque part. Il n'y a pas de secret si on dit que les idées donc arrivent dans des endroits où on peut rien faire d'autre que ça. Quand on marche aussi, par exemple. Mais surtout, on doit cesser de nous culpabiliser et de reconnaître que la vraie bataille, elle se joue politiquement, en régulant les plateformes, même si trop de régulation, je pense, tue la régulation, mais aussi en changeant leur modèle économique de ces plateformes qui sont toxiques parce qu'elles sont basées sur un capitalisme de surveillance, en éduquant évidemment les plus jeunes, et j'ai un épisode qui va bientôt sortir sur ce sujet, je pense la semaine prochaine, l'impact de l'IA sur les ados et jusqu'à 25 ans, le temps que notre cerveau se forme. Donc former les jeunes, les plus jeunes à la littérature numérique, et en mettant en place une politique du temps qui protège les rythmes humains naturels contre l'accélération artificielle imposée par l'économie de l'attention. Alors j'espère que vous avez pu écouter cet épisode sans faire autre chose en même temps, évidemment, c'est difficile. Ça paraît trivial de se dire est-ce que vous arrivez à lire un livre, à regarder une série ou à lire une newsletter sans prendre votre téléphone. Mais en fait, cette lutte pour notre attention, elle est littéralement une lutte pour la démocratie, pour notre humanité. Parce que si on n'a plus d'otium, si on n'a plus ce temps de réflexion, on n'a plus de démocratie non plus. Ça va déterminer si on va rester des êtres pensants, capables d'empathie, de délibération collective, ou si on va devenir vraiment des consommateurs passifs de contenu algorithmique isolés dans nos bulles individuelles. Ça fait très penser à ce dessin animé dont je suis en train de perdre le nom, Wall-E, que vous avez peut-être vu. Je sais pas si vous vous souvenez de Wall-E avec ces personnes qui sont dans ces petites soucoupes qui sont énormes, qui ne savent plus réfléchir et qui n'ont plus aucune réalité, plus aucune notion de la réalité. La technologie, elle est pas neutre, mais elle est pas non plus inévitable. Elle est le produit de choix humains et donc on peut totalement la remodeler par d'autres choix humains. On a encore le pouvoir de décider quel genre d'être humain on a envie d'être, quel genre de société on a envie de construire et dans laquelle on a envie de vivre. La question, c'est pas vraiment de savoir si on peut passer ou se passer de ces technologies, parce qu'elles font désormais partie intégrante de notre monde. Et moi, encore une fois, je suis un gros usager, donc je vais pas vous dire arrêtez d'utiliser toutes ces technologies. La vraie question, c'est comment on peut apprivoiser ces technologies avant qu'elles nous domestiquent complètement. Parce que évidemment, cette domestication, elle a déjà commencé, mais il est évidemment pas trop tard pour inverser la tendance. Ça demande du courage, de la détermination et surtout une action collective. Parce que c'est ensemble
en tant que société, qu'on a le pouvoir de reprendre le contrôle de notre attention et par extension de notre destinée commune. L'avenir de l'humanité, d'une certaine manière, il se joue maintenant dans notre capacité à résister à cette colonisation de nos esprits. Donc, c'est extrêmement important, mais il ne faut pas laisser les algorithmes décider à notre place de qui nous sommes et de qui on peut devenir. Voilà, je vous laisse avec cette phrase, cette pensée. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle newsletter qui arrive avec une pensée que j'espère profonde, en tout cas détaillée, sur un sujet en particulier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à... Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.